Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle aventure de l'information sur Cherifla Télévision. L'actualité phare du jour marquée par la cérémonie de remise officielle du rapport annuel des services centraux du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme a eu lieu ce lundi 30 mars 2026 au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme en présence de plusieurs autres personnalités. Amadou Kamara et Samba Traoré pour le reportage. Cette cérémonie consacrée à la remise officielle du rapport annuel des services centraux du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme est une initiative du département à rendre public les actions de justice aux justiciables. C'est un immense honneur réitéré pour moi de prendre la parole en ce jour mémorable consacré à la remise du rapport annuel 2025 du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme à la suite de celles les années auparavant des rapports annuels d'activité 2022, 2023 et 2024 de notre département à M. le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux. En imaginant l'élaboration et la remise officielle des rapports des services centraux et des juridictions, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, M. Mamoudou Kassogué, a voulu rompre avec la routine classique répandue, donner corps à un principe sacro-saint qui caractérise l'administration, en l'occurrence la raison écrite, mettre en exergue la réédévabilité et promouvoir un service public de la justice de qualité, responsable, dénué de toute opacité et de toute velléité de gestion cacophonique, asseoir un service public plus efficace et plus performant, de nature à rassurer les citoyens et restaurer la confiance des justiciables en la justice. Un tel exercice de redevabilité, de transparence et de responsabilité qui perpétue le principe constitutionnel qui proclame que la justice est rendue au nom du peuple, n'avait de mémoire d'acteurs de la justice jamais existé au sein de notre corps et pourtant indispensable pour une gouvernance vertueuse et un devoir de reddition de comptes de l'institution judiciaire. Il importe de relever que cette activité donne la mesure de la plénitude des responsabilités de chaque responsable de service et de juridiction et constitue incontestablement un devoir de rendre compte, comme rappelé, et institue la culture du résultat tout en réfutant la médiocrité, l'immobilisme, l'anachronisme, l'anarchie et les abus. Il est important de rappeler que la tâche de reconstruction de la justice est une mission herculéenne et demande d'énormes efforts et plus de persévérance compte tenu de son ampleur titanesque. Ce rendez-vous annuel du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme est désormais inscrit dans l'agenda du département en vue de rendre public l'action judiciaire aux justiciables. La cérémonie a pris fin par la remise officielle du rapport. Par ailleurs, la cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre WAVE et Orabank ce lundi 30 mars 2026. L'événement a mobilisé plusieurs acteurs du monde des finances à l'hôtel Massalé à la série du Milan. Plus de détails dans ce reportage d'Abdul Karim Sako et Baba Keita. La présente cérémonie de signature traduit en acte un projet cher aux deux partenaires WAVE et Orabank, celui de permettre aux clients d'effectuer des transferts instantanés et bidirectionnels. En clair, un client possédant un compte Orabank peut transférer de l'argent vers son portefeuille WAVE et vice-versa. Ce partenariat entre WAVE et Orabank est respectueux des exigences de la BCEAO et constitue une occasion pour l'inclusion financière. Reconnu pour son engagement en faveur de l'innovation dans le respect rigoureux de la réglementation, Orabank partage avec WAVE une ambition commune: transformer durablement l'accès aux services financiers. De son côté, WAVE a su révolutionner les transferts d'argent grâce à des solutions simples, fiables et accessibles, pensées avant tout pour répondre aux besoins réels des utilisateurs au meilleur coût. La signature d'aujourd'hui marque un tournant majeur. Elle ne se limite pas à un acte administratif. Elle incarne l'engagement fort de deux institutions résolument tournées vers un objectif commun, celui de libérer le potentiel économique des millions de Maliens.
Grâce à ce partenariat, nous franchissons une nouvelle étape vers une finance plus ouverte et plus inclusive. Selon le directeur général par intérim d'Orabank, cette solution s'inscrit dans la stratégie d'Orabank qui vise à rapprocher l'institution financière des besoins des clients sur toute l'étendue du territoire national. Désormais, nos clients peuvent transférer de l'argent de leur compte bancaire Orabank Mali vers leur portefeuille Mobile Wave Mali et inversement, de manière instantanée, sécurisée et sans contrainte de déplacement. Le lancement de Bank to Wallet Wave Orabank illustre notre engagement constant à innover pour mieux servir nos clients. Nous sommes convaincus que cette solution contribuera à accélérer l'adoption des services financiers modernes au Mali et à rapprocher encore davantage la banque au quotidien de nos concitoyens. Mais au-delà de la simplicité d'usage, cette innovation porte une vision plus large, celle d'une inclusion financière renforcée. En facilitant l'accès aux services bancaires et en connectant davantage les Maliens à des plateformes digitales, nous contribuons activement à la dynamisation de l'économie, à la traçabilité des flux financiers et à l'émergence de nouvelles opportunités pour nous. C'est donc désormais chose faite. Les clients communs à Wave et Orabank ont la possibilité de lier leurs comptes bancaires à Wave afin d'effectuer des opérations financières pour les besoins au quotidien. La signature officielle de la convention de partenariat a immortalisé l'instant. Nous allons à présent revenir sur les propos du ministre de la Justice et des Droits de l'Homme recueillis lors de la cérémonie de remise officielle du rapport annuel des services centraux du département au micro de nos reporters plutôt. Cette cérémonie qui se veut modeste en la forme est pourtant fondamentalement expressive d'une nouvelle gouvernance qui s'est installée dans les secteurs judiciaires, mettant l'accent sur le respect des principes et des exigences qui doivent accompagner l'accomplissement des missions assignées aux différents services pour la disponibilité et la fourniture du service public de la justice. En effet, loin d'être un exercice exhibitionniste ou une rencontre superfétatoire, elle fait partie des avancées notoires des 4 dernières années pour le secteur judiciaire et pour la pérennisation, et dont la pérennisation prend corps désormais avec la tenue de cette 4e édition après celle consacrée respectivement à la remise des rapports 2022, 2023 et 2024. Les 3 précédents rapports annuels consolidés ont définitivement renforcé notre conviction quant à l'utilité et aux avantages incontestables qui peuvent être tirés de leur exploitation à différents niveaux par des acteurs opérationnels, institutionnels et politiques, ainsi que des acteurs de la société civile. Pour les services judiciaires et les juridictions, les rapports annuels d'activité sont des outils pour faire une auto-évaluation dans l'objectif d'améliorer les performances à la lumière d'une analyse des résultats obtenus, des difficultés rencontrées et des défis et enjeux ainsi que des perspectives. Il constitue en outre une boussole à la fois pour les services concernés et pour les décideurs permettant de définir de nouvelles orientations à travers des projets, des programmes ou des politiques publiques nécessaires à un meilleur accomplissement des missions assignées aux différents services. Aussi, la disponibilité des rapports renforce le fonds documentaire des services, permettant l'accessibilité à des données pour des besoins de planification, des statistiques, des recherches, mais elle offre aussi l'opportunité aux acteurs de la société civile de disposer d'éléments d'appréciation quant à la qualité des services qui leur sont rendus et des actions et mesures nécessaires pour une amélioration de celles-ci. Enfin, nous sommes convaincus que la production et la présentation des rapports d'activité constituent une mesure d'amélioration de la qualité de la gouvernance du secteur, mettant en confiance les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement dans la mobilisation des ressources nécessaires à la prise en charge des différents volets d'investissement. L'appréciation qualitative unanime des avancées historiques réalisées par la justice de notre pays au triple plan institutionnel, juridique et organisationnel a été obtenue grâce certes aux efforts du département dans son ensemble, mais aussi et surtout à l'accompagnement et au soutien au plus haut sommet de l'État ainsi qu'au niveau des partenaires techniques et financiers et des citoyens, créant ainsi à la charge de l'institution judiciaire une responsabilité historique et un devoir de redevabilité et de reddition des comptes.
Permettez-moi de saisir encore cette occasion pour exprimer au nom de l'institution judiciaire notre profonde gratitude et notre reconnaissance à l'endroit du président de la transition, chef de l'État, président du Conseil supérieur de la magistrature, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, pour ses hautes et éclairées orientations, ses conseils avisés et son soutien constant qui ont permis en 5 années d'exercice de transformer positivement le visage de la justice de notre pays. Notre reconnaissance et notre gratitude vont également à l'endroit de M. le Premier ministre, chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, pour ses instructions éclairées, son soutien et son accompagnement dans la conduite des réformes, ainsi que leur mise en œuvre amorcée pour les rendre effectives au grand bonheur de l'institution judiciaire, des justiciables et du pays tout entier. Je voudrais associer à ces mots de gratitude et de reconnaissance l'ensemble des membres du gouvernement pour leur accompagnement et leur soutien qui ont rendu possible les avancées historiques réalisées dans le secteur ces 5 dernières années. Comment ne pas étendre ces chapitres aux partenaires techniques et financiers, notamment les PNUD, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas, l'Union européenne, ECAP Sahel Mali, l'ambassade du Japon, la coopération canadienne, IDLO, les HCR, les CICR, ONIFAM, l'OIM, l'ONIDC, l'UNICEF, Merci Corps, UNITAR et l'USAID pour leur soutien et l'appui apporté chacun à sa manière qui ont permis de réaliser des progrès à différents niveaux. À présent, place à l'actualité au plan international en bref et en images commentées par El Hadj Moussa Famba. La nouvelle architecture juridique de la nationalité gabonaise est désormais une réalité officielle depuis sa publication au journal officiel le 25 mars 2026. Si le gouvernement y voit un cadre de régularisation et de clarification, de nombreuses voix s'élèvent pour dénoncer un texte aux accents exclusifs, publié alors que le Parlement était en congé. Au cœur de cette réforme, l'article 45 place l'octroi de la nationalité par naturalisation sous le signe de l'appréciation directe du président de la République. Ce pouvoir discrétionnaire qui ne s'accompagne pas d'une obligation de motivation publique suscite des interrogations chez les observateurs sur la transparence du processus. Par ailleurs, le texte introduit des barrières strictes pour l'accès aux hautes fonctions publiques. Le citoyen ayant acquis la nationalité par naturalisation ou par mariage se voit interdit, pour la première génération, l'accès à la magistrature, aux postes ministériels ou aux fonctions de collaborateur direct du chef de l'État. Le 27 mars 2026, l'Union africaine ferme la porte à Macky Sall. 20 États, dont le Sénégal lui-même, ont bloqué sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. Un rejet sans précédent qui révèle les mutations profondes de la diplomatie continentale. C'est un camouflet diplomatique sans équivalent. Pour celui qui a présidé l'UA en 2022, c'est une humiliation totale. La première brèche provient d'un endroit inattendu, son propre pays. Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko ont refusé explicitement de soutenir Macky Sall. Le gouvernement accuse Macky Sall de responsabilité dans la répression sanglante des manifestations entre 2021 et 2024 et d'avoir dissimulé la véritable dette publique sénégalaise. L'Iran autorisera le passage de 20 pétroliers dans le détroit d'Ormuz, a déclaré le président américain Donald Trump. Ils nous ont donné, je pense, en signe de respect, 20 bateaux de pétrole. De très gros bateaux de pétrole qui vont traverser le détroit d'Ormuz et cela commence demain matin, a-t-il déclaré aux journalistes à bord de son avion en route de West Palm Beach en Floride à Washington. Les navires traversant le détroit d'Ormuz seront soumis à un péage
en vertu de la nouvelle loi que le Majlis parlement iranien adoptera prochainement, a déclaré Aliaddin Bouroujerdi, membre de la Commission de la politique étrangère et de la sécurité nationale du Parlement iranien. La sécurité et les services aux navires seront assurés par le biais de droits de passage fixés par le projet de loi, a-t-il déclaré. Le président américain Donald Trump lui déclare que si nécessaire, Washington pourrait rapidement mettre fin à un projet iranien présumé de percevoir des droits de douane auprès des navires transitant par le détroit d'Ormuz. Les autorités américaines autoriseront un pétrolier russe à atteindre Cuba malgré le blocus énergétique imposé par Washington à l'île, rapporte le New York Times. D'après les informations recueillies, le pétrolier transporte environ 730 000 barils de pétrole et se trouvait dimanche à 15 000 nautiques des côtes cubaines. Le journal précise que le navire pourrait entrer dans les eaux territoriales cubaines dès dimanche soir et arriver à Matanzas mardi. L'arrivée du navire russe transportant des provisions énergétiques permettra à Cuba d'éviter une pénurie de carburant pendant plusieurs semaines, a ajouté le New York Times. La Maison-Blanche, le Pentagone, le département américain de la sécurité intérieure et les gardes-côtes américains n'ont pas encore répondu à la demande de commentaires de l'agence TASS concernant ce rapport. Plus tôt, le ministre russe de l'énergie a déclaré aux journalistes que la Russie continuait à livrer du fret humanitaire à Cuba, notamment du carburant. Le nombre de soldats américains au Moyen-Orient a dépassé les 50 000, rapporte le New York Times. Selon le journal, ce chiffre a dépassé ce niveau avec l'arrivée de 2500 Marines et 2500 marins dans la région. L'article précise que le nombre actuel de soldats américains au Moyen-Orient est supérieur d'environ 10 000 au niveau habituel. Ce chiffre n'inclut toutefois pas les 4500 personnes à bord du porte-avions USS Gerald R. Ford, précise le New York Times. Mi-mardi, un incendie s'est déclaré sur le navire, l'obligeant à quitter la mer Rouge pour rejoindre la Crète depuis le port de Split, sur la côte adriatique croate, pour des travaux de maintenance. Une déclaration de victoire sur l'Iran par le président américain Donald Trump paraîtrait étrange si les tirs de missiles iraniens contre les territoires israéliens se poursuivaient par la suite, a déclaré de son côté à l'agence d'information russe TASS Scott Ritter, ancien analyste du renseignement du corps des Marines des États-Unis et ancien inspecteur des Nations Unies en Irak chargé du désarmement, dans une interview. Ritter a également fait remarquer que les déclarations de victoire seraient contestables si Donald Trump proclame sa victoire, mais que le prix de l'essence augmente chaque jour aux États-Unis. Il deviendra évident qu'il n'y a pas eu de victoire, seulement des paroles en l'air, a-t-il ajouté. Et voilà, c'est ainsi que prend fin cette aventure de l'information. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous à 20h30 pour la prochaine édition en langue bambara avec Fatmata Kane. D'ici là, portez-vous bien et agréable suite de programme à vous.